L'information de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à Djerba, au large des côtes de la Tunisie, pour le 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. La rencontre se tiendra sur le thème « La connectivité dans les diversités, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». En Côte d'Ivoire, la réforme de la CEI approuvée par le Sénat. Le texte a été présenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Des ajustements qui permettent la création de 2 nouveaux postes au sein de la CEI et qui officialisent la création d'un 4e poste de vice-président. La lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. De nouvelles dispositions sont prises par le gouvernement pour les consommateurs. Un nouveau plafonnement des prix qui tient compte de l'évolution des coûts de certains produits. Bienvenue dans ce 23h. L'île touristique de Djerba, au sud de la Tunisie, accueille dès demain le sommet de la francophonie. L'événement mettra en valeur la diversité et les valeurs de la francophonie. Un événement auquel participera le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui est déjà présent sur le sol tunisien depuis donc ce vendredi. Il participera au 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, une occasion d'aborder les problématiques liées à différentes crises rencontrées et d'apporter des réponses à des préoccupations majeures de la francophonie telles que le développement économique ou encore l'inclusion financière ou l'économie ou encore l'éducation pour tous. On voit tout cela avec Franck Quadion. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à l'aéroport Djerba-Tarsis aux environs de 15h45 ce vendredi après-midi. Le chef de l'État, à sa descente d'avion, a reçu les civilités de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près la Tunisie, Ibrahim Sissavané, et de son homologue en France, Maurice Kwaku-Badama, puis des ministres de la Culture et de la Communication, Françoise Remarque et Amadou Koulibaly, présents sur l'île de Djerba depuis 48 heures. Des civilités faites aussi par le ministre du Tourisme, Moïse Belhaced, accueillant le président Alassane Ouattara au nom du chef de l'État tunisien, Kaïs Sayed. Au calendrier du chef de l'État, la participation au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, des discussions qui s'appuieront sur les réflexions issues de la 43e conférence ministérielle de la francophonie. Une journée de travail chargée donc, au cours de laquelle le président Alassane Ouattara aura des rencontres avec certains de ses homologues et plusieurs personnalités. Voilà, l'OIF qui compte 88 États et gouvernements, c'est donc une occasion de rapprochement stratégique par des partenariats. Le Québec et la Côte d'Ivoire entendent ainsi renforcer leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture également, et cela en faveur des jeunes et des femmes. Franck Quadion. Rencontre bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Québec en marge de la 43e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Martine Birou et Françoise Remarque veulent renforcer le cadre de coopération entre les deux pays. Nous coopérons ensemble et nous avons déjà des accords qui sont en place, notamment dans le secteur de l'éducation et de la culture. Alors, nous sommes intéressés à développer les affaires en Côte d'Ivoire notamment, en Afrique de façon plus large. Nous avons un point commun formidable. Nous partageons la même langue et ce sommet est un excellent moment pour pouvoir faire rayonner notre langue, notre culture et ouvrir des portes pour faire affaire ensemble en français. La Côte d'Ivoire et le Québec, chacun sur son continent, impulsent le mouvement francophone. La Côte d'Ivoire a beaucoup à gagner de ce partenariat. Nous sortons d'un entretien extrêmement fructueux qui va permettre l'arrivée de Martine en Côte d'Ivoire et nous sommes en train d'explorer des projets ensemble dont l'impact se fera ressentir auprès des jeunes, auprès des femmes. Avec le savoir-faire du Québec, nous pensons que tout cela permettra d'amplifier évidemment nos relations, notre coopération. Des échanges appelés à aboutir en actions concrètes, et cela pour bientôt. Pour la concrétisation, les deux parties se donnent rendez-vous en janvier 2023 à Abidjan. Et voilà donc un partage culturel sur la base de la langue française.
Le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement a lieu donc à Djerba les 19 et 20 novembre 2022. Plus d'une quarantaine de dirigeants y sont attendus. Mais avant cette rencontre s'ouvrait il y a 3 jours le village de la francophonie en plein Djerba, encore appelé l'île du vivre ensemble. Là-bas, plusieurs pays ont investi ce village éphémère qui est aussi un cadre de promotion. On y retrouve des start-up, des jeunes entrepreneurs, des instituts de recherche, mais aussi beaucoup de lobbying. Franck Quadio nous en dit davantage. Francophonie 2022, l'île de Djerba en Tunisie abrite le sommet. Au village dédié à l'aspect festif et découverte, le stand des jeunes émergents tranche dans le décor. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été soutenus par la Conféges, notamment à travers la francophonie. Et dans nos différents pays, il y a le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune qui nous ont octroyé des financements pour nous permettre de sortir des prototypes, un peu comme vous voyez là. Pour cette édition, plus de 89 délégations, dont plusieurs présentes sur le site. En fait, c'est tellement beau de voir tous les pays ici. Pays ayant en partage la langue française, ou encore portant les mêmes valeurs francophones. Ici, c'est l'apologie de la diversité, tant dans l'opinion que dans l'idéologie. Mais tous se rassemblent. Parce que les besoins ne sont pas pareils. Les besoins en Afrique, les besoins au Canada, les besoins en Corée, ce n'est pas la même chose quoi, dans la francophonie. Donc il nous faudrait qu'on soit ensemble pour pouvoir coloniser, entre guillemets, le monde par rapport à notre culture, par rapport à notre folklore, par rapport à nos idées, par rapport à nos découvertes, à nos créations. L'Afrique, qui attend beaucoup de réflexions à venir, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Les ministres Amadou Koulibaly et Françoise Remarque de la communication et de la culture, un acteur privilégié de ce melting pot, en tirent des enseignements particuliers après avoir sillonné plusieurs stands. On a pu noter qu'au niveau de l'artisanat, un très grand effort, donc l'adjonction du digital. Au niveau de la culture, on a pu faire des visites virtuelles de musées, le musée Bourguiba, des sites archéologiques dans lesquels on peut se déplacer de façon interactive comme si on y était. Voilà un peu tout ce qui montre, tout ce que offre la réalité augmentée aujourd'hui et qui est le monde de demain. L'espace francophone doit être un espace dans lequel nos jeunes, les femmes, puissent avoir des opportunités. Et la dimension économique aussi est une dimension qui va être maintenant renforcée à travers un plan stratégique qui a été aussi reconnu par les chefs de l'État. Mais on ne va pas dévoiler ce qui va se passer puisque ce sont les chefs de l'État qui décideront et qui pourront se prononcer sur cet avenir de la francophonie. Des enjeux à venir lors de la rencontre des chefs d'État, axe majeur du 18e sommet de la francophonie, prévu se tenir ce 20 novembre. La diversité culturelle au sommet de la francophonie, le fil d'actualité d'ailleurs de ce 18e sommet de la francophonie, des informations fraîches à retrouver au cours de nos prochaines éditions proposées par Franck Quadio. Ici, en Côte d'Ivoire, après l'Assemblée nationale, le Sénat a étudié le projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante sont désormais légaux. La création de 2 nouveaux postes au sein de la CEI et la création d'un 4e poste de vice-président. Une réforme présentée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagando Diomandé, suivant le développement de Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. En se présentant devant la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat, le général Vagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avait un seul objectif, convaincre et faire passer le projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI. Un projet de loi qui est la conséquence du dialogue politique. La phase 5, plus précisément. À l'initiative du gouvernement, s'est tenue la phase 5 du dialogue politique qui a abouti le 4 mars 2022 à diverses recommandations au nombre desquelles la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la Commission électorale indépendante,
sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. L'application de cette recommandation nécessite une modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante qui, en l'état, prévoit 16 postes de commissaires centraux. Ainsi s'explique le présent projet de loi. Ce projet de loi, une fois modifié, va permettre de pourvoir de nouveaux postes. Exposé des motifs, déclaration des groupes parlementaires, questions. Et au finish, les hommes du président Jano Ahoussou-Kouadio ont mis en avant la sagesse qui caractérise leur chambre, le jeu démocratique qui fait adopter le projet de loi. Fini l'étape du Parlement. Place à la construction d'une nation forte dans la discipline. Vagondo Diomandé y tient. Je voudrais dire à l'ensemble de la classe politique qu'il faut qu'on continue de s'inscrire dans cette logique de paix et de cohésion nationale pour que chacun puisse y gagner. Mais surtout que notre pays puisse continuer à être ce grand pays de paix où il fait bon vivre, où chacun se sent absolument à l'aise. La responsabilité est importante et tous les acteurs doivent s'y mettre. Le projet de loi, modifié, retourne sur la table du gouvernement afin d'être promulgué. La nouvelle ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a été reçue en audience par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Francesca Di Mauro et Aka Awele ont fait le point de la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, une relation qui dure depuis 60 ans et dont les nouvelles priorités ont été relevées. Michel Ticré. 2 mois après sa prise de fonction, l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est reçue par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une séance de travail qui aura permis à Francesca Di Mauro de mieux connaître le CESEC, mais surtout de décliner les nouveaux axes de coopération avec la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé aussi sur ce que l'Union européenne fait en Côte d'Ivoire depuis plus que 60 ans. Et le nouveau programme qui va justement appuyer tous ces aspects, que ce soit d'agriculture durable, cacao durable, d'énergie renouvelable et aussi le grand défi qui est la création d'emplois pour la jeunesse qui a besoin de déboucher et de trouver sa prospérité ici en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'Union européenne est un partenaire important pour la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Et le Conseil économique, social, environnemental et culturel est heureux de la recevoir ici et de pouvoir continuer avec elle les échanges de coopération comme on l'a fait avec son prédécesseur, je disais, avec qui nous étions en bonne terre. Pour nous, c'est le changement dans la continuité. Changement dans la continuité qui devrait déboucher sur de nouveaux partenariats institutionnels pour des projets au profit des populations ivoiriennes. En politique, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est le candidat du RHDP pour les municipales à Yopougon. C'est officiel, il sera le prochain candidat du RHDP dans cette commune du district d'Abidjan. Il a été officiellement présenté aux militants par le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné, cet après-midi du 18 novembre 2022 au cours d'une rencontre en présence de l'ensemble des responsables des structures du RHDP de la commune de Yopougon. Adama Bictogo s'engage à défendre les couleurs du RHDP pour les combats futurs électoraux et appelle les militants de Yopougon à participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale. Nous poursuivons le point d'information avec cette première sortie officielle de la conférence des présidents de conseils d'administration des sociétés d'État à participation financière publique. C'est une occasion pour ces PCA de revenir sur leur rôle et mission et les défis liés à leurs fonctions. On voit cela dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. Faire connaître l'association et relever les défis majeurs liés à la fonction de PCA. Ce sont les principaux objectifs des membres de la conférence des présidents de conseils d'administration des sociétés d'État et sociétés à participation financière publique. Ils lancent leurs activités
au titre de l'année 2022-2023. Une sortie officielle effectuée en présence du ministre d'État, Gilbert Kafana Koné, accompagné de certains membres du gouvernement. Antoine Nizako, président de la conférence forte de 82 membres, a rappelé le rôle primordial des présidents de conseils d'administration dans le fonctionnement d'une société publique. Nous représentons le président de la République dans nos sociétés d'État respectives, un PCA bien formé, des administrateurs bien formés, peuvent cadrer. Nous comptons sur vous. Le parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Gilbert Koné Kafana, a réaffirmé l'engagement du président de la République et des membres du gouvernement à accompagner cette structure. Je voudrais remercier donc le président de la conférence des présidents du conseil d'administration de nous avoir invités à cette rencontre. Et je leur ai dit que nous étions disposés à les accompagner et nous sommes à leur disposition, ils peuvent compter sur nous. Prestations artistiques et remise de présents aux parrains de la cérémonie ont meublé ce rendez-vous. Nous revenons sur la COP27 qui s'est tenue en Égypte à Sharm el-Sheikh. Désormais, le sujet sur le climat et l'urbanisation est désormais intégré au programme officiel de cette conférence des parties sur le climat. Ce fut l'occasion pour le ministre ivoirien de la Construction et de l'Urbanisme de présenter la vision de la Côte d'Ivoire sur la question des villes durables. Bruno Nagbane-Koné a profité pour préconiser une action collective garantissant une mobilisation financière beaucoup plus importante. Le point avec Lanciné Bakayoko. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la bataille climatique sera gagnée ou perdue dans les villes. Une vision que le ministre Bruno Nagbane-Koné a également partagée ici à Sharm el-Sheikh avec l'ensemble de la chaîne. Le représentant ivoirien à cette table ronde ministérielle a surtout mis l'accent sur la nécessité d'un travail collectif multiniveau et multi-acteurs pour la mobilisation financière orientée urgence climat. C'est un effort important, mais c'est un effort qui a besoin d'être soutenu par des acteurs ou des bailleurs locaux, mais également par des bailleurs au niveau national, par des bailleurs au niveau international. Tous sont préoccupés par la question du changement climatique et de la nécessité de faire un effort à tous les niveaux. Et tous sont unanimes à dire que les villes pourraient contribuer. En clair, il s'agit pour les décideurs du monde, en particulier ceux de l'Afrique, de créer un nouvel intérêt pour des acteurs plus aguerris afin d'apporter une réponse plus efficace à l'urgence climatique, indissociable aujourd'hui de l'impératif du développement urbain durable. La table ronde ministérielle a été marquée par le lancement de l'initiative Résilience urbaine durable pour la prochaine génération. Sur le sujet de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, de nouvelles dispositions sont prises par le gouvernement ivoirien pour les consommateurs. Un nouveau plafonnement des prix tient compte de l'évolution des coûts de certains produits. On en sait davantage dans ce reportage de Michel Mambo. Compte tenu de l'instabilité constante des prix de certains produits à l'international et dans le souci constant de préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement a procédé le 16 novembre 2022 à une modification de l'annexe du plafonnement des prix pour tenir compte de l'évolution à la hausse de certains produits. Les prix maxima des produits plafonnés sont disponibles sur le site www.cnlvc.ci. En attendant le constat sur le terrain du respect de ce nouveau plafonnement des prix, un petit tour sur le marché pour nous imprégner de la disponibilité des denrées les plus prisées et des prix pratiqués. À 6 à 500, 7 à 500, ça dépend. Il y a des bananes aussi de 200. Comme actuellement, c'est la période de bananes. Des régimes de 1000 francs, il y a des régimes de 1500. 500, tomates, piment 500. Aubergine 500, le sol à 1000 francs. Aubergine est moins cher. Tomate est moins cher. C'est le piment là qui est un peu augmenté.
Actuellement, il y a beaucoup de légumes, c'est un peu moins cher même, c'est moins cher. Bananes, aubergines, piments et autres fruits et légumes à profusion sur le marché et accessibles à toutes les bourses. À Adjamé Marché Gouro, comme au grand marché de Trècheville, même constat à quelques différences près. Dans le secteur de la santé, une convention lie la Côte d'Ivoire à la Turquie. Elle porte sur des interventions médicales conjointes et des livraisons de matériel d'orthopédie pour relever le niveau des soins en Côte d'Ivoire. C'est la substance de l'accord qui a été signé entre le ministère de la Santé et Prusa Medica, une entreprise turque. Le point avec Didier Nguessa. La coopération ivoiro-turque se renforce. Ce HILT Agreement, accord sanitaire, est signé entre le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et Prusa Medica, un groupe turc spécialisé dans le tourisme médical. Dans cette coopération, il y a le volet formation. Ça va se faire dans les deux sens. Des médecins spécialisés, chirurgiens en traumato, viendront donc en Côte d'Ivoire pour des cas et puis vice-versa. Alors l'objectif de cette coopération, c'est de faire en sorte que le niveau de soins en Côte d'Ivoire, surtout et concernant le domaine de la traumato, soit assez bon pour les Ivoiriens. L'accord porte entre autres sur la livraison de matériel médical, notamment d'ostéosynthèse ou pose d'implants, de contention interne ou externe, un procédé de réparation de fractures ou de problèmes mécaniques sur le squelette. Grâce à notre coopération, donc non seulement le personnel de santé de notre pays sera formé en Turquie, mais également nous avons conclu pour que les équipements nécessaires, les implants qui sont vraiment nécessaires pour prendre en charge de façon rapide les accidentés qui souffrent de traumatisme, qui ne sont pas disponibles à des coûts réduits, soient donc disponibles dans nos hôpitaux. L'ordre des médecins et celui des pharmaciens de Côte d'Ivoire, de même que plusieurs hôpitaux et cliniques, ont pris part à la signature de l'accord cadre de coopération. Et nous venons aux conclusions du 4e Forum international sur la retraite. Les travaux se sont déroulés sous l'égide du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale du 16 au 18 novembre 2022 en Côte d'Ivoire. Le thème pour ce colloque était équilibre financier de la branche retraite dans la zone Cyprès, gage d'une meilleure couverture sociale des populations. D'importantes résolutions ont été prises pour améliorer des revenus des retraités, mais aussi pour une meilleure couverture sociale des travailleurs indépendants. Voyons ces recommandations dans ce reportage proposé par Serge Coléa. Les États membres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale veulent une meilleure couverture sociale des populations dans la zone Cyprès, forte de 17 pays. Le forum a surtout pris 3 grandes recommandations, parmi lesquelles on peut citer la nécessité d'améliorer la gouvernance de nos institutions, d'optimiser les investissements en faisant appel aux produits du marché en vue de permettre d'atteindre des taux de couverture importants. Et il a été souligné la nécessité de procéder à des revalorisations périodiques de leurs pensions. Ce 4e forum international sur la retraite a été l'occasion de sensibiliser les acteurs de la gouvernance sur leur rôle dans l'équilibre financier à long terme de la retraite. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, a marqué l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire sur le sujet au plus haut niveau. L'ultime défi pour nous sera que les dites recommandations soient portées par tous et amenées à leur concrétisation pour le plus grand bonheur de nos populations. Chers participants, je voudrais singulièrement m'adresser aux responsables de nos OPS. N'oubliez jamais que les cotisants sont l'épine dorsale de notre système de protection sociale. Vous devez exister par eux et pour toujours. Faire fructifier les ressources des organismes de protection sociale pour pérenniser notre système de protection sociale
est un métier à part. 243 participants à ce 4e forum international. Plusieurs ministres de la zone Cyprès ont rehaussé de leur présence ces assises. L'Office national de l'état civil et de l'identification continue sa mission pour des données fiables et sécurisées. À son initiative, 757 officiers d'état civil sont en séminaire à Yamoussoukro pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Le bilan de la phase pilote réalisée en 2021 et les perspectives de poursuite du déploiement des outils lors d'une phase de consolidation régionale est prévu pour 2023. Le reportage de Kader Sogodogo. 486 sous-préfets, 201 maires, 37 magistrats et 33 directeurs régionaux de la santé, soit 757 acteurs de l'état civil qui sont réunis à Yamoussoukro dans le cadre d'un séminaire d'information sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un vaste programme de modernisation de son état civil pour des données fiables et sécurisées. L'Office national de l'état civil, ONECI, créé depuis le 22 mai 2019, travaille dans ce sens. L'ONECI, qui a conçu un logiciel de gestion de l'état civil, a lancé une phase pilote de son exploitation de la fin 2021 au 3e trimestre 2022 dans 21 centres principaux d'état civil et 100 centres de santé. Cette rencontre de Yamoussoukro se veut le cadre idéal pour faire un bilan et surtout préparer la consolidation régionale qui sera lancée en 2023. En effet, 40% des déclarations de naissance étaient effectuées sur la base de jugements supplétifs et seulement 20% des décès étaient déclarés dans les centres d'état civil. Pour résorber les dysfonctionnements et accroître le taux de déclaration des faits d'état civil, la réforme initiée en 2016 s'est matérialisée par l'élaboration du document de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification SNECI, adopté en Conseil des ministres le 28 novembre 2018. Digitalisation de l'état civil, communication avec la remise du guide pratique d'administration de l'état civil. Durant les 3 sessions, l'ONECI et ses acteurs auront une idée claire des performances et innovations en cours dans le domaine. L'UMOA met la presse africaine à contribution pour accélérer la convergence économique et l'intégration sous-régionale. 36 journalistes économiques de 8 pays membres de l'UMOA ont ainsi été formés et sensibilisés sur le cadre d'action prioritaire 2025 de l'Union. Une formation qui s'est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso. Le rapport de Dangui Dangui. Depuis son siège à Ouagadougou au Burkina Faso, l'UMOA joue la transparence sur son cap, cadre d'action prioritaire 2025. Système d'information agricole régional, production, valorisation et vulgarisation des statistiques régionales, ce sont là, entre autres, des chantiers inscrits dans le cap et sur lesquels l'Union a renforcé les capacités des journalistes économiques des 8 pays membres. À travers cet atelier, j'ai découvert plusieurs choses, plusieurs programmes que j'ignorais jusqu'ici. CAP 2025 est vraiment ambitieux par rapport aux objectifs de développement fixés dans la sous-région. J'ai particulièrement pris que l'Union cherche à être vraiment une union des peuples et des populations. Et là, ça m'a marqué. S'il n'est plus cette union qui est dans le bureau, cette union qui est dans le bureau feutré, comme je dis, alors c'est cette union qui veut descendre dans l'arène, afin que les populations sachent ce qui se fait pour elles et qu'elles soient impliquées également pour la réussite des projets. La commission de l'UMOA a mis le cap sur une intégration au service du développement économique sous-régional et veut bien s'appuyer sur la presse économique. Posons-nous simplement la question, pourquoi tous les matins, toutes les autorités du monde, que ce soit président de la République, ministre, chef de service, chef de bureau, tout le monde serait sur les journaux. Tout le monde. Et quel que soit le pays. C'est vraiment des choses qui sont capitales, qui montrent que le travail de journaliste, à travers cette information qui est fournie, est quelque chose de capital, pour la marche de nos sociétés, pour la marche de nos États et pour la marche de nos économies.
Durant une semaine, 36 journalistes économiques des 8 pays membres ont été informés et sensibilisés sur le cadre d'action prioritaire 2025, une nouvelle boussole de l'UEMOA pour accélérer la convergence économique et approfondir le marché. Et nous parlons de développement audiovisuel avec cette initiative du réseau africain de télédiffusion qui a fait visiter à ses membres les locaux de l'institution de régulation, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA, ainsi que le Centre national d'exploitation dans la commune d'Abobo. Les acteurs de la télédiffusion ont pu ainsi réfléchir sur les enjeux et défis liés à l'entretien de la TNT dans l'espace audiovisuel de la sous-région. Le reportage de Hamidi Rassouba, commenté par Jean-Marc Djadji. Le rideau est tombé sur la 3e Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs. La rencontre des membres du réseau avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA, et la visite au Centre national d'exploitation ont permis de connaître le fonctionnement de l'organe régulateur, notamment la gestion des contenus des différentes chaînes de télévision ivoiriennes et de s'imprégner du modèle ivoirien. Nous avons eu vraiment un échange qui, je l'espère, permettra à ce réseau-là d'aller de l'avant, de régler, de faire face aux défis qui sont les siens. Il y a des sujets assez importants qui ont été développés, échangés, et nous pensons qu'avec les orientations et le conseil que M. le Président nous a donné, nous permettra davantage d'être unis pour relever les défis qui minent le secteur. Le voile est levé sur les questions liées, entre autres, au paiement des droits de diffusion par les éditeurs, aux possibilités d'élargissement des missions des opérateurs et au modèle économique de la télévision numérique terrestre. Nous voulons nous engager à mettre un bouquet régional, un bouquet en accord avec l'UEMOA, et je pense que cela fera plaisir à nos différents pays. C'est en mai dernier, lors de sa 2e Assemblée générale, que le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette session. L'actualité hors de nos frontières en Europe, les explosions qui ont touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, construits pour acheminer le gaz russe en Europe, relèvent du sabotage. Ce sont les conclusions de l'enquête suédoise annoncée par le procureur en charge du dossier. 4 énormes fuites de gaz avaient été détectées le 26 septembre dernier sur les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne. Les analyses qui ont été réalisées montrent des restes d'explosifs sur plusieurs des objets étrangers découverts. La poursuite de l'enquête préliminaire pourra montrer si quelqu'un peut être poursuivi pour crime, a ajouté le parquet suédois. À 2 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, la FIFA a ce vendredi annoncé que les autorités locales du Qatar étaient revenues sur leur décision d'autoriser la vente d'alcool, y compris la bière, autour des stades sans donner de raison de ce revirement. Il a été décidé de supprimer donc les points de vente de bière des périmètres des stades et de concentrer la vente de boissons alcoolisées dans les fan zones et les établissements autorisés. Au Qatar, consommer l'alcool, on le rappelle, est légal pour les non-musulmans de plus de 21 ans, mais strictement encadré. Il est interdit d'en importer. Le magasin dédié n'est pas ouvert aux touristes qui peuvent boire dans la plupart des hôtels internationaux où une bière ou un vin coûte une dizaine d'euros, un cocktail plus de 15 euros. Et puis les règles concernant la consommation d'alcool dans ce pays, dans les stades, varient d'un pays à l'autre. Et pendant la Coupe du Monde, on le rappelle, en 2014, le Brésil avait, lui, levé l'interdiction de consommer de l'alcool dans ses enceintes à la demande de la FIFA. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur RTI1.